grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi 13 février 2015. Bienvenue donc à cette émission, le Forum de la presse qui retrouve ses droits. Nous sommes aujourd'hui avec trois invités. Youba Konaté de Zénith Ballet, Ami Bessissé de Sénat RFM, Yaya Koulibaly de Nasraoulé. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Nouhum Diré est à la technique. Studio Tamani. Malgré les efforts de la communauté internationale pour établir le cessez-le-feu au Mali, ce cessez-le-feu est toujours violé. Et malgré la présence également des acteurs à Alger, rien ne va sur le terrain. Et les membres de la coordination refusent de s'asseoir à la même table que les membres de la plateforme. Aujourd'hui, le plus grand défi reste à tirer d'Alger un accord de paix durable d'ici la fin donc de ce énième rendez-vous des pourparlers d'Alger. Aujourd'hui, je vous le rappelle, nous sommes avec les confrères de la presse. Donc, cette première question, les enjeux des pourparlers sur le terrain sont parfois déconnectés de la réalité. Le cessez-le-feu n'est toujours pas respecté. Les positions se radicalisent davantage. Youba, quelle est votre vision par rapport à ce énième rendez-vous d'Alger ? Merci Famoussa, une fois de plus, de nous permettre de donner nos points de vue, n'est-ce pas, sur l'actualité de la semaine dans notre pays et précisément sur la question, n'est-ce pas, des négociations d'Alger. Moi, je pense que le blocage, il est connu, les partis, ou du moins les MNLA pour ne pas les citer, est clairement dans une logique de gagner du temps, puisque les dernières évolutions sur le terrain sont très défavorables aux MNLA. Donc, il faut que les MNLA gagnent un peu de temps seulement, n'est-ce pas? C'est toute la stratégie. Sinon, ils ont envoyé des délégations à Alger, ils trouvent toujours des alibis pour ne pas, n'est-ce pas? Mais il s'agit uniquement de gagner un peu de temps et de voir clair dans la situation. Puisqu'entre-temps, vous avez remarqué qu'avant-hier, le président de la République lui-même, dans une intervention, a dit clairement qu'ils sont allés à Boni, dans un petit village. Donc, les MNLA est dans une logique de reconquête, puisque ce qui a fondé toute leur stratégie depuis le début, c'est ça. C'est-à-dire que dès lors que nous sommes forts sur le terrain, nous dictons notre loi, la conduite des négociations. C'est la seule logique. Et le MNLA est convaincu que dès lors qu'il va commencer à perdre du terrain sur les théâtres des opérations, il va avoir des problèmes à s'exprimer politiquement. Vu que, de façon, n'est-ce pas, à l'origine déjà, la coquille qui est présentée est vraiment vide parce que le MNLA n'est avec personne, c'est les armes. Et si le MNLA n'a que la logique des armes et le MNLA est en train aujourd'hui de perdre cette logique des armes, il va sans dire qu'ils sont un peu déboutés et qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je pense qu'ils sont dans une logique de gagner du temps. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les médiateurs vont permettre à ce que, n'est-ce pas, on soit dans la ligne de conduite tracée par les MNLA, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup d'arguments pour pouvoir imposer leur point de vue aux autres. Moi, je pense qu'on va aller à la négociation et ça va se faire très vite, je pense. Alors, Ami Bessissé, chaque parti tente d'avoir une portion du territoire. Aujourd'hui, le MNLA est face, les membres de la coordination sont face à ceux de la plateforme, notamment dans la zone de Tabancourt. Et pendant ce temps, les acteurs sont également réunis. L'aile politique et les membres politiques sont réunis à Alger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette connexion qu'il y a entre les dirigeants qui sont à Alger et ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui? Bien, vous savez, c'est obligatoire que le MNLA envoie une équipe politique à Alger. Ça, c'est pour ne pas boycotter ce qui se passe. Mais comme l'a dit Youba tout de suite, c'est très clair, le MNLA fait du dilatoire. On a vu que hier et aujourd'hui ne sont pas pareils pour eux. Et dans leur stratégie, à un moment donné, ils n'avaient que le micro. Mais aujourd'hui, le MNLA, je l'ai dit ici sur ce plateau, à un moment donné, j'ai dit que ça va être très compliqué qu'ils puissent s'entendre avec les autorités. Parce que le problème fondamental, c'est quoi? Parmi tous ces groupes, c'est surtout le MNLA qui est internationalement et même nationalement reconnu. Parce qu'on lui donne un statut qu'il n'a pas réellement. Parce que moi, je pense que le MNLA n'est pas loin des groupes terroristes après tout ce qu'ils ont commis comme atrocité. Mais si toutefois on voudrait vraiment que ça soit ce que le Mali veut,
cela m'étonnerait beaucoup parce que le Mali aussi n'a pas les arguments nécessaires autant que le MNLA pour dicter son point de vue. Le ministre l'a dit avant-hier, dans cette même salle de conférence ici, il dit que le Mali ne choisit pas ses adversaires. Cela veut dire que le Mali aussi derrière est contraint et poussé par des autorités. Le président français est en train d'exiger qu'il y ait un accord. Et si nous, en tant qu'État, on se permet d'aller dans le même sens que la France, qui, quoi qu'on dise, souffle le chaud et le froid, ça va être vraiment compliqué. Moi, je pense que nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Ça va être très difficile. Le MNLA peut à tout moment changer de stratégie et l'État malien, qui n'a pas tout ce qu'il faut, va être obligé d'être dans la même situation. Alors, Yaya Coulibaly, vous êtes la troisième personne autour de cette table, troisième invité autour de cette table. Dites-nous votre vision par rapport à cette connexion qu'il y a aujourd'hui entre la base et, si on peut dire, le sommet aujourd'hui. Pensez-vous que la base peut prendre en otage les pourparlers d'Alger ? Merci Famoussa et merci quand même surtout de nous avoir donné la parole pour parler de cette question assez épineuse aujourd'hui au Mali. Alors moi je dirais que le vin est tiré, il faut le boire parce que déjà quelque part le Malien lambda n'est pas content. On aurait souhaité que ces débats se passent ici au Mali. C'était promis, ça n'a pas été fait. Déjà c'est un échec pour moi. Alors mais on reste toujours optimiste parce que moi je pense que quand c'est pour parler intermalien, une crise malienne, alors on devrait faire les débats au Mali. C'était ma vision des choses. Alors, selon le président, l'accord de paix définitif sera signé à Bamako. On espère bien. Rien n'est garanti. On espère bien, mais quand même, c'était le souhait alors évoqué. Alors, après cela, il faut voir maintenant ce que a dit mon confrère Cissé. Aujourd'hui, nous avons tous peur. Moi, personnellement, j'ai peur parce que la pression, elle est vive de deux côtés. D'abord, les Nations Unies menacent. Il faut forcément, n'est-ce pas, un accord de paix, sinon une sanction va tomber ou des sanctions vont tomber. Ils l'ont dit clairement. Et le président français, Hollande aussi, dit qu'il faut forcément un accord de paix. Et je me rappelle encore, le 11 février, tout près, toutes les bouches à Alger disaient « le temps presse, il nous faut un accord ». Mais un accord, on ne peut pas l'avoir dans la précipitation. Et un accord, ce n'est pas parce qu'on veut l'accord de paix, mais on ne veut pas un accord de paix parce que c'est différent. Un accord de paix, c'est comme l'accord de paix qu'on a signé en 2006, l'accord de paix qu'on a signé. Voilà, donc il ne faut pas qu'on aille vers un accord de paix parce que le temps presse, mais il faut qu'on aille vers un accord de paix parce qu'il faut. Alors, le document qui sert de base, voilà, qui suit des dernières négociations à Alger, je me rappelle, titre 2, article 8, du point A au point O, aucun point n'est favorable au gouvernement malien, au Mali, aucun point. Alors, si ce document sert de plat de résistance, je pense que les débats vont prendre du temps ou ils vont signer un accord de principe ou un accord comme ça pour venir nous balancer à la figure. Et je pense que ça va être difficile pour nous. Mais bon, pour l'instant, on n'est pas à ce niveau. On va quand même... comme disent les Anglais, wait and see. Wait and see. Voilà. Ok, alors chaque parti réclame une portion du territoire au Mali. Voici le discours tenu par Ibrahim Boubacar Keïta devant le collège de diplomates qui était à Koulouba. Une rencontre qui s'est tenue à la veille donc des pourparlers d'Alger. Nous allons peut-être écouter cet extrait de Ibrahim Boubacar Keïta, extrait du discours tenu devant les diplomates de l'Union africaine et de l'Union européenne. Seule la négociation vaut. Nous sommes filles de ce pays. Il est temps que nous cessions les hostilités. Il est temps que nous cessions de nous entretuer. Il est temps que nous échangions, que nous comprenions que l'heure est à l'unité, comme elle est à l'unité dans le monde entier. Quand des grands ensembles s'élargissent de jour en jour, vous, Européens, donnez l'exemple. Donnez l'exemple aujourd'hui. Avec vos États, 28 États, vous donnez l'exemple fabuleux de l'Union aujourd'hui. Quand je vois également même les Amériques, l'ALENA, l'Alliance de libre-échange nord-américain, nous avons besoin aujourd'hui de grands regroupements. Nous avons besoin de cela. Pas d'émiettement. Pas d'émiettement. Qu'on ne vienne pas encore nous dépecer.
Alors, vous venez donc d'entendre Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Boubacar Keïta qui s'exprimait sur ce besoin d'unité aujourd'hui qu'il réclame auprès des Européens et des Américains. Yuba, comment faut-il comprendre ce plaidoirie d'IBK? Bon, à propos, moi, je me demande même si ce débat-là était le bienvenu à cette heure-là. Puisque ce que le président a dit, je n'ai pas entendu quelque chose de nouveau là-dedans, l'unité nationale, le truc, ça c'est des trucs connus. Ça n'a pas fait recette, ça fait des années qu'on prêche ce truc-là. Si la seule parole pouvait aboutir à quelque chose, c'est sûr qu'on aurait déjà atteint un accord et puis on n'en serait pas à ce point-là. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ces grands discours qui, bien celui de l'autre jour était adressé, n'est-ce pas, à des diplomates, l'Union européenne autres, qui ont quand même une certaine influence. Mais pour moi, le débat n'est vraiment pas à ce niveau. Mais moi, je voulais vraiment profiter pour signaler quelque chose. C'est-à-dire que le remue-ménage qui est sur le terrain aujourd'hui, on ne peut pas s'en réjouir, mais c'est très bon, c'est une très bonne chose. En quoi est-ce qu'il est bon? Parce que tout ce qui parrainait, comment dirais-je, l'indépendance, tout ce qui avait même des doutes par rapport, comment dirais-je, qui hésitaient à prendre une position, puisqu'il y a des sceptiques dans cette affaire-là. Il y a des gens qui soutenaient en sous-main, il y a des gens qui soutenaient visiblement, ainsi de suite. Tous sont aujourd'hui mis devant un fait que la seule logique qui vaille aujourd'hui, c'est que le Mali soit fort et que l'État républicain ait ses droits sur l'ensemble de notre territoire. Sinon, autrement, ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, au Soudan du Sud, c'est des risques comme ça. On peut pas, c'est de l'aventure. On ne peut pas permettre à ce que des groupuscules se mettent dans des... Non, ça marche pas. C'est que ça met à nu, une fois de plus, n'est-ce pas, les velléités et les trucs du MNLA. Vous avez vu quelle rébellion, n'est-ce pas, n'eût été, comment dirais-je, la difficulté que nous avons eue en Inde ces derniers temps, n'est-ce pas, à avoir une armée, à avoir des trucs. Mais l'ancrage social du MNLA, tout le monde sait qu'il est nul. C'est très clair. L'ancrage. Mais comment une rébellion peut revendiquer une portion du territoire, les 2/3 d'un pays sans un ancrage? Souvent, on ne comprend même pas ce qui arrive à notre pays. Mais ce qui arrive à notre pays, les premiers responsables, c'est d'abord nous. Parce que nous avons laissé énormément de choses traîner, énormément de choses évoluer. Parce que nous, on nous parle du Nord quand il y a des problèmes. Ça a été l'autre problème de la gestion des autorités qui, dans le temps et autres, ont géré ces pays. Alors, Amin Bessissé, une plaidoirie de IBK par rapport à l'unité nationale, comment faut-il voir ce discours d'IBK? Vous savez, c'est très clair. Il ne faudrait pas concevoir la fâche. C'est un discours d'échec. C'est un discours de désaveu. Parce que on se rappelle bien quand le président est venu, ce n'était pas de la façon dont il parlait. Il y avait cet orgueil, il y avait cette fougue qui était là. Mais désormais, il est en train de se mettre sous les ailes pratiquement de la communauté internationale. Vous savez, nous avons un président. A-t-il le choix? Bien sûr qu'il a le choix. Ce choix, c'est quoi? C'est de suivre d'abord son peuple. C'est un président qui n'écoute pas le peuple. Quoi qu'il soit, si tu échoues, tu vas échouer avec ton peuple. Quelle est la voix du peuple? La voix du peuple, c'est très clair. Mon frère Yaya l'a dit tout de suite. Ce document qui est là, c'est un document que le peuple a largement rejeté. Et c'est une question que nous avons posée au ministre des Affaires étrangères, qui l'a reconnu. Il dit que c'est un document qui présente des difficultés, c'est vrai, mais que le Mali n'a pas choisi ses adversaires, comme je le disais tantôt. Donc le Mali est contraint. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, le président a bel et bien le choix. Il ne faudrait pas qu'on suive l'international parce que si ça a changé aujourd'hui, positivement ou bien négativement, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout le Mali, ce n'est pas les groupes armés. C'est cette communauté internationale qui est là, qui est en train de savoir à quel pas il faut aller et à quel rythme il faut chercher ses intérêts. La France n'en est pas moins responsable de cette situation et il faudrait que le président le sache. Le peuple quand même, si le peuple doit le soutenir, il faudrait qu'il l'écoute. Moi, c'est un conseil que je lui donne et je sais qu'il écoute. Alors, la réaction de Yaya Koulibaly de la radio Nasraoulé, ce sera tout juste après la pause que nous allons observer. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Comme vous le savez, le débat continue sur notre page Facebook, notre compte Twitter, mais n'oubliez surtout pas ce réflexe de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot .org. Aujourd'hui, le forum de la presse qui réunit les confrères journalistes autour de moi parle et essentiellement consacré pour parler d'Alger. Nous sommes donc à sa deuxième partie, une deuxième partie qui sera entamée par Yaya Coulibaly de la radio Nasraoulé, mais laissez-moi vous dire qui sont autour de la table aujourd'hui. Youba Konaté de Zénith Balé, Amin Bessissé de Séné RFM, en plus donc de Yaya Coulibaly. Cette deuxième partie sera consacrée à l'échec du comité de suivi et de l'influence de Iyad Agali sur le processus de paix au Mali. Mais juste avant, cette réaction de Yaya Coulibaly de la radio Nasraoulé sur cette plaidoirie de IBK, d'Ibrahim Boubacar Keïta, devant la communauté internationale par rapport à l'unité du Mali. Yaya, c'est à vous. Plaidoirie, moi je ne peux pas l'appeler comme ça parce que moi je pense que c'est juste la démonstration de la faiblesse d'une nation comme le Mali. Vous savez, nous ne pouvons pas demander à l'Occident de nous unir. Quand Ibeka dit que l'Europe, n'est-ce pas, aujourd'hui, est l'exemple frappant de l'unité et que, alors, il faut que l'Europe nous aide à nous unir. Mais il ne parle pas de l'Afrique, mais il parle du Mali. Est-ce que l'Europe va venir aider le Mali à unir le Mali? Non, quand même, c'est une aberration, ça. Moi, je pense que c'est aux responsables maliens, au chef d'État et son gouvernement et à ses partenaires directs nationaux de tout faire pour que ce pays soit un pays uni. Mais moi, je ne pense pas comment est-ce qu'il faut demander, n'est-ce pas, à la France, n'est-ce pas, ou à l'Angleterre, je ne sais pas, ou à quel pays européen de venir, n'est-ce pas, unir le Mali, alors que c'est eux, quelque part, qui sont à la base de la division du Mali. Ils le savent déjà. Donc tout le monde le sait. Alors pour moi, je rejoins vraiment c'est un échec. Ça ne valait pas la peine. Moi, ça me fait honte de voir, n'est-ce pas, qu'un président malien demande, n'est-ce pas, à l'Occident de venir nous unir parce que lui, il pense que l'Europe, n'est-ce pas, est l'exemple frappant de l'union ou de l'unité. C'est vraiment une aberration. L'unité nationale. Vous pensez que ce n'est pas le cas avec ce qui se passe en Espagne? Je suis d'accord, si c'est le cas, ce n'est pas le problème. Mais est-ce que c'est eux qui vont venir faire pour nous? C'est ça la question. Et pourtant, il sait très bien que, comme j'ai dit, c'est très bien que la France aujourd'hui, la France, la Suisse, sont tous des pays qui ont parrainé en son temps les MLA, qui est aujourd'hui le vrai problème, qui est la plaie malienne. Est-ce qu'ils l'ont fait par hasard? Non, c'était pour un intérêt. Et attention, même actuellement, l'intérêt français pour le MLA existe, mais à un niveau un peu, n'est-ce pas, plus bas, parce que la France a compris que le MLA n'a pas le poids côté population du Nord. C'est ça le problème. Si le MLA avait un peu de poids à ce côté, la France allait continuer à le soutenir. C'est la question. Donc, la France a dit, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Donc, tu ne peux pas demander à un tel pays de venir t'unir. Ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Alors, juste avant de laisser la parole aux uns et aux autres, je sais que Youba est très pressé de reprendre la parole, mais je vais vous proposer cet extrait, ce deuxième extrait de Ibrahim Boubacar Keïta, du discours tenu, je le rappelle, devant la communauté internationale à la veille donc des pourparlers d'Alger. IBK qui estime que l'ombre de Iyad Agali pèse sur ces pourparlers d'Alger et selon lui, si rien n'est fait, les actions de Iyad Agali peuvent compromettre ces pourparlers d'Alger. Nous l'écoutons. Ce danger à un homme, ce danger à un conducteur, à un leader. Iyad Agali, créateur de Ansardine, nous avons accepté que Ansardine, avec un autre nom, viennent à la table de négociation. Nous avons accepté que le HCUA, dont le leader actuel était son lieutenant, vienne à la table de négociation. Mes chers amis européens, chers amis africains, nous ne sommes pas dupes. Mais que ne ferions-nous pour la paix? Iyad n'a jamais accepté le processus en cours en Alger. Il est là. Il est une menace à la paix. Et tant qu'il sera là, ceux négociant avec nous ne seront pas des hommes libres d'acter pour la paix. Cela aussi, on doit le savoir. Et quand il a dit sa grande satisfaction de la création de l'État islamique,
presque son obédience à l'EI, je n'ai pas entendu beaucoup d'inquiétudes par rapport à cela. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète que cet espace sahélo-saharien soit demain dédié à l'entraînement d'hommes et de femmes qu'on va lancer contre la paix dans le monde, contre vos pays. Ces porteurs de bombes, ces porteurs de malheur, de misère, de mort, l'espace sahélien, sahélo-saharien, si on y prenait garde, serait leur meilleur camp d'entraînement. C'est tout cela qui est en cause aujourd'hui. Alors, Yuba, d'abord, cette réaction, puisqu'il termine par ça, la crainte du président malien aujourd'hui, que le Mali soit une base arrière pour l'État islamique, est-ce que vous y croyez? Oui, c'est une possibilité, puisque nous avons dit que le nord du Mali est vraiment un no-man's land qui n'est pas facile à contrôler. Mais ce que moi je ne comprends pas dans l'intervention du président, et de quoi il se plaint de IAD, puisque nous avons dit dès le départ qu'il y a un choix à faire. C'est-à-dire que les mouvements autonomistes, les mouvements politiques, la négociation va se faire avec les mouvements politiques. Mais Iyad Agali a fait le choix de ne pas être des négociations, donc de se considérer... Et le HCUA, que faut-il faire du HCUA? Oui, selon la logique tracée et acceptée par l'ensemble des partis, on négocie avec les HCUA, puisque les critères qui avaient été placés entre-temps, les HCUA a accepté, quel que soit ce qu'on va dire. Pour les observateurs, notamment pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, oui. Le HCUA, c'est une refonte d'Ansardine. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est eux qui avaient placé les critères, comment dirais-je, le président de la République, la communauté internationale, tout, pour que tous les groupes soient éligibles aux négociations. Et si le HCUA est... Non, on ne peut pas être joueur et arbitre. Il y a un problème. Si le HCA a respecté ces critères et parvenu à se retrouver de l'autre côté, maintenant, s'il y a un autre problème, c'est Iyad Agali qui a fait le choix de se mettre en marche. Donc, si les gouvernants de notre pays estiment que Iyad Agali, de sa position, du choix qu'il a fait, est en train de manipuler, ça aille de tirer les conséquences, moi je pense que il y a un problème. C'est-à-dire que ceux qui doivent régler le problème se plaignent du problème. Parce qu'en dénonçant publiquement comme ça, je ne sais pas quel est l'effet que le président de la République recherche. Alors que moi je pense qu'un État dit sérieux de ce nom doit avoir des méthodes entre griffes pour pouvoir régler vraiment des questions comme ça. Est-ce que ce n'est pas plutôt la crainte des actions terroristes? La crainte des actions terroristes. Plus que pour le... Mais Iyad a fait le choix. Il a fait le choix d'être en marge de négociations. Il a fait le choix de continuer sa logique à lui qui est d'être islamistes. Et on a dit, les islamistes, tous les mouvements qui se réclament de l'islamisme ne sont pas éligibles. Mais il connaissait tout ça, il a fait le choix, il dit, je continue avec ma logique, je suis groupe islamiste. Donc, il a fait son choix, on peut quand même aussi respecter son choix. Maintenant, je voulais ajouter, c'est-à-dire que Koulibaly a parlé d'un aspect. C'est extrêmement important, c'est-à-dire par rapport à l'unité de la nation face à cette situation. Mais ne serait-ce que la position que l'opposition malienne, la dernière rencontre qu'on a fait avec les forces vives, l'opposition n'a pas participé. Pourquoi? Parce que seulement, on a des questions de calendrier. Moi, je pense que l'État dans un pays qui est sérieux, des gouvernants qui ont souci du devenir de notre pays, aurait pu quand même faire un effort pour que ces gens-là partent. C'est fondamental. C'est fondamental que l'opposition soit, que l'unité nationale soit autour de cette question-là. Ce n'est pas des questions d'orgueil et de trucs qui vont faire que des gens vont se mettre à la marche. Ça ne marchera pas. D'accord. Alors, Ami Bessissé, une réaction par rapport à cette déclaration d'Ibeka sur Iyad Agali? Nous avons un président qui s'est lui-même tiré une balle dans son pied, dans le pied, disons. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il se dit inquiet. Vous ne pouvez pas être inquiet lorsque vous favorisez et lorsque vous libérez des terroristes. Iyad Agali, nous le savons, c'est un terroriste, c'est très clair. Et le Mali a signé un accord de coopération militaire avec la France qui lui permet de faire le combat contre tout terroriste. Moi, je crois que la solution, Iyad, elle est déjà là. Mais le président, il est en train de faire de la vraie politique. Il dit ce qu'il ne fait pas et fait ce qu'il n'a pas dit. Et moi, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux dans un État comme ça. Lorsqu'on doit aller en négociation, et que c'est en un jour qu'on voudrait faire un papier pour toute une république,
moi je crois que ce n'est pas trop sérieux. Et il évoquait l'opposition, moi je crois qu'ils ont tout à fait raison de ne pas y être parce que ce n'est pas trop sérieux. On a l'impression que tout le monde a participé alors que c'était un travail qui était déjà fait. Même Boulkassoum Haïdara que nous avons interviewé a reconnu que même le RPM, que le parti présidentiel, n'a pas été informé. C'est-à-dire que le président, vraiment, il n'est en train d'agir que par lui-même. Amadou Toumani Touré a pratiquement tout fait à Iyad Agali. Et moi, je pense que si la paix devait venir par cette méthode, ça aurait été le cas. Malheureusement, il est en train de ressasser les mêmes erreurs qu'a faites ses prédécesseurs et le danger est en train de le guetter, comme je l'ai dit tout de suite, s'il n'écoute pas le peuple. Il faudrait que le président soit vraiment fort au niveau de sa base. Le MNLA est en train de jouer à ce jeu, il faudrait qu'il écoute le peuple. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure ce troc de prisonniers, si on peut dire ça, comme ça, entre pas des prisonniers, c'est des terroristes. Wadoussen et l'otage français. Mais imaginez, est-ce qu'à ce moment-là, Ibeka aussi le Mali n'avait pas un couteau sous la gorge? Oui, mais tu demandes au président, il te dira que tel n'était pas le cas. Donc, la réalité est différente de ce que les autorités nous disent. Iyad Agali a participé à des libérations d'otages ici avec des rançons qu'il a perçues. Donc, c'est quelqu'un, tout le monde sait là où il est aujourd'hui. Moi, je crois que le problème, c'est quoi? Lui-même, il a dit dans son intervention qu'il ira chercher les terroristes. Je ne peux pas comprendre comment un homme qui a toutes ses facultés se permet de libérer un terroriste et qu'il nous dise après qu'il ira les chercher. Moi, je crois qu'il faut prendre les hommes et les Maliens au sérieux. Alors, vous savez, moi, je ne suis pas dans ces propos politico-intellectuels quand il parle de Iyad Agali. Moi, je traduis. Ibeka a dit, dans la version claire que nous, on voit, homme de la rue, Iyad Agali, moi, j'ai peur de toi. C'est ça. Ibeka a peur de Iyad Agali. Et ça ne se dit pas. Un président ne peut pas confirmer sa peur face à un seul individu qui est aussi un Malien comme nous tous. C'est ce qu'on dit. Moi, je suis blessé au fond de mon cœur que mon président, que tous les Maliens ont choisi, j'ai dit, d'une manière honorable, jamais fait au Mali, on peut dire comme ça, qui se permettent de citer Iyad Agali et puis il accentue, il tire le mot, il tire le nom et il affirme que s'il y a un blocage, que ce serait Iyad Agali. Mais ce n'est pas possible qu'ils disent cela. C'est pas possible. Et d'ailleurs, soyons clairs, le président Ibeka, dans toutes ses logiques, si je revenais un peu en arrière, je pense que mon confrère l'a déjà dit, au moment où le prisonnier a été troqué, on a eu à maintenir, nous, sur une affaire là-dessus, des émissions vraiment très dures où on a dit des mots parfois très blessants. On l'a fait exprès parce qu'il fallait le faire. On va peut-être pas les dire ici. Pas du tout. Mettez-vous à l'aise. Pas du tout. En son temps, mais quand un président dit, nous libérons, on a libéré un tel prisonnier, mais nous allons continuer encore à le traquer. Mais pourquoi le libérer si vous devez le traquer après? Peut-être qu'il en a les capacités. Enfin, Moussa, vous savez, vous et moi... Moi, je suis observateur. Même pas la capacité. La volonté, d'ailleurs. Il n'a pas la volonté de le faire. Le problème, c'est que moi, j'aurais souhaité qu'il ne parle pas d'Iyad Agali, mais qu'il parle, bien sûr, alors, de ce qui se passe à Alger. Mais aussi, la peur est là. Parce que les Nations Unies ont dit que s'il y a blocage quelque part, ils vont tomber des sanctions. Alors là, le président est en train de rejeter les blocages sur Iyad Agali. En cas de blocage, ce n'est pas nous, le Maliens, le gouvernement malien, mais c'est plutôt Iyad Agali qu'il faut sanctionner. Mais quand même, non. Moi, je pense que le Mali doit accepter qu'il y ait blocage si alors les points ne sont pas en faveur de la nation malienne, qui est blocage, on préfère. Mais il veut maintenant dire, bon voilà, alors, Nations Unies, s'il y a blocage, c'est pas moi, c'est Iyad Agali, il faut aller le voir. Donc, oui, mais et pourtant, lui, il le met dans le jeu. C'est le président qui le met dans le jeu ici. Il n'est pas dans le jeu. Et c'est la question. Il a fait un choix. Nous allons. C'est ça la question. Nous allons donc nous tourner vers la médiation, mais ce sera juste après 2 secondes de pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, c'est actuellement 22 stations radio partenaires de notre studio qui retransmettent soit en direct ou bien en différé cette émission aux quatre coins du pays. Alors nous sommes aujourd'hui, c'est le forum de la presse et les confrères journalistes nous accompagnent pour décrypter l'actualité de la semaine et nous avons décidé de consacrer ce forum pour parler d'Alger. Pour parler d'Alger qui regroupe actuellement l'ensemble des acteurs concernés dans la crise actuellement qui secoue le Mali. Nous avons pour cela Youba Konaté de Zénith Balé, Amibé Sissé de Séné RFM et Yaya Koulibaly de la radio Nasraoulé. Cette troisième partie donc est consacrée aux difficultés que rencontre l'équipe de médiation aujourd'hui lors de ces pourparlers-là à Alger. L'injonction du Conseil de sécurité complique-t-elle ou facilite les activités de la médiation? Yuba, avec vous, ce décryptage des actions de la médiation. Bon, une fois de plus, moi, d'abord, il y a un petit truc, un incident qui s'est passé la semaine dernière qui a semé les doutes dans ma tête, quoi. Puisque quand c'est le gouvernement officiellement, le gouvernement malien qui a dit que suite à la présence du secrétaire général du MNLA à Alger, tout de suite le comité de suivi a voulu improviser une rencontre parce que le secrétaire général du MNLA était à Alger. Bilal Ak-Sherif était à Alger et que tout de suite on a voulu faire partir le ministre malien et que l'État du Mali a refusé. Bon, si ça s'est confirmé, puisque moi je n'ai pas la version du côté algérien, maintenant, mais ça c'est un incident qui sème une fois de plus le doute dans la tête, puisque il faut vous souvenir qu'au début, n'est-ce pas, de toute cette négociation, les gens avaient énormément de scepticisme par rapport à la médiation algérienne, puisque une fois, c'est l'Algérie qui a tout le temps parrainé les négociations au Mali, donc les gens voulaient qu'on aille voir autre chose, c'est-à-dire l'expérience marocaine par exemple, ou bien des trucs. Mais après, on a donné à l'Algérie, bien qu'il y avait énormément de scepticisme, d'accusations à l'encontre de l'Algérie. Et donc, si l'Algérie se met encore à... Il n'y a pas que l'Algérie dans cette médiation. Oui, mais ça se passe à Alger. Donc, c'est la responsabilité. D'abord, l'organisation, la logistique de l'organisation, c'est les Algériens. Je pense que c'est plus facile pour eux de manipuler les autres. Moi, je pense quoi. En tout cas, ce n'est pas un acte de bonne foi que la présence d'un chef de rébellion seulement soit une motivation pour tout un comité de suivi, de demander à ce que le ministre d'un État souverain se déplace pour... Vraiment, ce n'est pas sérieux. Alors, Yuba n'a pas répondu à ma question. L'injonction mais je vais la poser à Ami Bessissé, l'injonction du Conseil de sécurité des Nations Unies par rapport au respect du cessez-le-feu. Pensez-vous que c'est une bonne ou bien une mauvaise chose pour l'équipe de médiation? Vous savez, Famoussa, lorsqu'on veut obliger un homme à aller à un rythme qui n'est pas le sien, vous risquez de le déboussoler. Moi, je crois que derrière cette injonction de la communauté internationale, je le maintiens, je le répète, il y a toujours la main invisible de la France. Parce qu'on sait que le MNLA aujourd'hui, sur le plan militaire pratiquement, est en train d'être affaibli. Donc il va falloir qu'on aille à une sorte de négociation pour que le MNLA ne perde pas entièrement tout. Parce que tant que le MNLA a une zone sous son contrôle, il est encore éligible aux négociations. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères, c'est surtout pour lui que j'ai plus pitié, parce que la dernière fois, il l'a reconnu, il dit que depuis que les négociations ont commencé, ils ont toujours discuté avec des gens qui ne sont pas les vrais décideurs au niveau de ces groupes armés, et cela a toujours compliqué la tâche. C'est des gens qui viennent pour écouter, pour riposter, et puis aller raconter à leur base. Mais cette fois-ci, on a la certitude que les vraies négociations vont commencer. Mais la médiation, ce n'est pas celui qui décide. La médiation est là pour ramener les gens à une certaine vision, à un certain accord. La médiation ne peut pas obliger ni les groupes armés ni l'État malien à aller dans le sens qu'elle souhaite, parce que c'est aussi ça la complication de la situation. Donc je crois que ça peut désorienter les négociations. Alors, votre avis sur cette injonction du Conseil de sécurité des Nations Unies, Yaya Koulibaly de la radio Nasraoulé? Je pense que je l'avais dit auparavant, quand alors on entend ces mots qui disent que s'il n'y a pas d'accord cette fois-ci, celui qui est source de blocage sera sanctionné. Mais pourquoi est-ce que les Nations Unies veulent sanctionner quelqu'un? Pourquoi? Pour quel intérêt? Est-ce que cela n'arrange pas l'ensemble des parties? Aujourd'hui, le Mali demande le désarmement, le cantonnement.
Famoussa, avoir un accord. Le bon accord arrange tout le monde, c'est clair et c'est évident. D'ailleurs, c'est le souhait de tout bon Malien d'avoir un bon accord. Mais est-ce qu'il faut précipiter les gens à aller vers un accord? C'est la question, parce qu'un accord, c'est des négociations, c'est des discussions, c'est des disputes, je peux dire comme ça. Alors, parfois même, c'est des salles vides. Alors, ça peut prendre du temps. Et on veut qu'on aille obligatoirement, et d'ailleurs, comme dit le Premier ministre, le temps presse, il faut qu'on aille vers un accord. Mais, s'il vous plaît, c'est ça d'ailleurs. Et moi, je reviens alors aux Nations Unies pour dire pourquoi une sanction? Pour quel intérêt? Ils ont quel intérêt à ce que nous, on aille forcément et obligatoirement, d'ailleurs rapidement vers un accord? Ils ont quel intérêt? Et la sanction, c'est pour qui? Et c'est pourquoi? Et d'ailleurs, c'est pourquoi d'ailleurs, quand ils mettent leur nez là-dedans, ça complique les choses, parce que nous, comme l'a dit Cissé, ça fait qu'on veut aller vite, on veut avoir vite un accord sans blocage, alors qu'il doit y avoir blocage quelque part, parce que c'est des textes qui, en français parfois, qui ont des sens extrêmement larges, qui nous amènent, n'est-ce pas, sur des terrains très très glissants. Donc c'est pour dire que vraiment, quand ils disent ça, moi ça me fait peur, ça nous précipite, ça nous pousse à aller vers quelque chose que nous ne souhaitons pas, parce qu'on a peur de leurs sanctions. Voilà. Alors Yuba, juste ce son que nous allons essayer de vous proposer, il était haut représentant du chef de l'État pour parler d'Alger. Aujourd'hui, il y retourne en tant que simple observateur, d'autres diront, mais aujourd'hui, il porte la casquette de Premier ministre du Mali, c'est bien entendu Modibo Keïta. Modibo Keïta qui veut rester égal à lui-même et invite les acteurs à évoluer côte à côte. Nous l'écoutons. Cette configuration, cet immense réseau de sympathie, de soutien multiforme, impose aujourd'hui aux parties maliennes, celles qui sont en négociation, c'est-à-dire les mouvements armés de la coordination, les mouvements armés de la plateforme, le gouvernement du Mali, de se révéler digne de la solidarité internationale. Ces acteurs sont aujourd'hui réunis dans cette salle. Je voudrais leur dire que le peuple du Mali, dans toutes ses composantes, est en attente de leur part d'une décision cruciale, qui soulagera les cœurs, une décision qui limitera la misère morale et matérielle, qui limitera la peur pour le présent, l'angoisse pour le souvenir traumatisant des scènes de violence vécues, mais aussi l'inquiétude pour l'avenir des Maliennes et des Maliens. Cette attente se nourrira de la décision que vous prendrez. Et toutes les bonnes volontés, les responsables aujourd'hui de tous les mouvements, je voudrais vous dire que tout le monde est à votre écoute. Je voudrais vous demander de cesser d'être les uns en face des autres, mais d'être les uns et les autres à côté de tout le monde pour regarder dans la même direction. Vous ouvrir au souffle de la paix, de la concorde et de la fraternité. Ce faisant, mes chers frères, vous vous révélerez tous unis, dignes de la confiance de la communauté internationale, dignes de son soutien aujourd'hui, mais aussi après la signature d'un accord de paix. Ce message, celui que je vous délivre, ne voyez pas en lui le message partisan du chef du gouvernement, mais celui d'un frère, investi d'une légitimité octroyée, celle du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, porteur de la nation malienne dans son ensemble, donc à égale distance par rapport à tous. Alors, Modibo Keïta, vous venez de l'entendre, Premier ministre du Mali, mais avant, il a été haut représentant du chef de l'État à ces pourparlers d'Alger. Yuba, selon vous, est-ce que le ton du Premier ministre Modibo Keïta est plus conciliant que celui du président Ibeka? Oui, effectivement, Modibo a assez de recul par rapport à ces dossiers. Il a certainement beaucoup plus n'est-ce pas, d'informations, de trucs qui font qu'il a très vite compris. Et ça aussi, c'est de par la nature même un peu humble de l'homme, n'est-ce pas, qu'un discours d'apaisement peut aussi aider à franchir des étapes. C'est tant mieux, qu'on prône un discours d'apaisement, parce qu'il est quand même le Premier ministre. Donc, si quelque part le temps est haussé, que le Premier ministre apporte ce discours d'apaisement, ça peut aussi rassurer. Est-ce que cela doit servir d'inspiration au président Ibeka?
Bon, certainement, parce que comme c'est le président Ibeka, le président Ibeka est un peu imprévisible, c'est ça le problème. Parce que en quoi est-ce qu'il est imprévisible? Parce que ça n'engage que moi, mais le président de la République est un peu imprévisible. Hein. Et c'est quand il commence à parler, très souvent il n'y a pas de limite. Alors, Amin Bessissé? Yuba, il est souvent très direct, c'est bien, il faut souvent se défendre. Et quand on écoute tout de suite le Premier ministre, c'est le ton que le président aurait dû prendre en réalité, parce que là, il y a seulement de l'apaisement. Contrairement à un président qui accuse, à un président qui manifeste sa peur, qui montre ses faiblesses, moi je crois que c'est dangereux pour un État. Il n'aurait d'ailleurs même pas dit ce qu'il a dit. Mais quand même, quand on écoute le Premier ministre, je l'ai dit la dernière fois, lui, il était sorti avec un document qui n'était pas bon. Et si c'est le document qu'on doit parapher, qu'il fasse attention, le peuple l'a dit. En tout cas, ceux qui interviennent chez nous le disent, c'est un document qui n'est pas favorable au Mali. Tout de suite, mon confrère Yael le disait, de A jusqu'à O, tout est défavorable au Mali. Donc il ne faudrait pas qu'on brandisse ce document et qu'on pense que le combat est gagné. C'est vrai, il faut continuer à sensibiliser, à écouter, mais dans un combat, les groupes armés n'ont pas ce état d'âme. C'est des gens qui ont un cœur dur, aussi dur qu'une pierre. C'est très difficile que les mots puissent les faire venir à la raison. Il faut se réarmer d'une autre manière. Alors, Yaya Koulibaly, vous êtes de la radio Nasraoulé. Est-ce que vous pensez que ce ton du Premier ministre Modibo Keïta est plus conciliant que celui du président Ibeka? Très bon discours, hein. Très bon discours. Le Mali a toujours été un pays de bons discours. J'adore ce discours-là. Il est très, très paisible. Et puis, quand tu l'écoutes, tout de suite, tu as envie de vendre ton âme au diable, quoi. Oui. Mais en vérité, j'ai toujours des réserves, surtout par rapport à ce même monsieur. Voilà, qui d'abord a été clair. J'aime toujours le citer. Il dit le temps presse, il faut qu'on aille vers un accord. C'est ça que je ne voulais pas attendre de lui. Parce que lui, il sait qu'un accord, ça ne se prend pas à la hâte. Donc, ce discours, quand même, quand je l'ai écouté la première fois, j'étais content. Je me suis dit, et si ça se passait comme ça, alors s'il a vraiment la volonté que ça se passe comme ça, c'est déjà bien. Mais comment veut-il que nous soyons dignes de la communauté internationale? Ce n'est pas ce qu'on recherche, non. Nous voulons d'abord avoir un accord de paix qui arrange le Mali, les Maliens se retrouvent là-dedans et qui ne met aucune différence entre le nord et le sud. Vraiment un accord de paix inclusif, comme on dit. Mais comme j'ai dit, le discours il est très bon, mais voilà, le contenu il faut encore décortiquer. Alors, Yaya Koulibaly, vous avez donné du grain à moudre à Yuba. Justement, non, moi c'est faire un petit commentaire par rapport à ce qu'il a dit, que de l'accord de A à Z, tout est faux. Moi je pense que tout est parti du départ. Mais en fait, j'ai dit de A à O. Voilà. En fait, l'article, c'est titre 2, article 8, de A à O. Je comprends qu'il y a énormément de trucs défavorables au Mali. N'est-ce pas? C'est ce que je veux commenter. Oui. C'est que ça, c'est parti dès le départ. Puisque dès le départ, il y a un concept qu'on a utilisé et que moi, j'ai toujours combattu dans ces studios. C'est de dire que tout est négociable, sauf l'intégrité du Mali. Voilà, mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on nous dise que tout est négociable. Oui, là, moi, je te rejoins. On s'attend à quoi? Donc, à partir du moment où les lignes rouges de Bamako sont respectées, les lignes rouges, c'est de n'importe quoi. Il faut s'attendre que tout est possible, sauf évidemment. Alors, Amin Bessissé veut... moi, je comprends la colère de Yuba, je comprends. Mais vous savez, nous sommes dans une dynamique, dans un combat où Yad Agali, tout de suite, on l'évoquait, lui, il est en train de chercher un califat et le MNLA veut une portion de terre, comme tu l'as dit, et l'État malien cherche une unité nationale. C'est des positions difficiles à concilier. C'est des gens qui ont des objectifs différents. Et là, il va falloir que toutes les puissances de la terre se mettent au service d'un pays, mais il va falloir que le président d'abord soit adossé sur son peuple, je le répète. Une fois, nous sommes dans une démocratie. Il a été plébiscité et qu'il ne faut pas qu'il l'oublie. D'accord. Alors, c'est sur ces mots de Amin Bessissé que prend fin le Forum de la presse, un forum de la presse consacré essentiellement pour parler d'Alger qui vont normalement s'ouvrir à partir de lundi. Donc, c'est donc la fin de ce forum de la presse qui réunissait 3 confrères de la presse privée, Yuba Konaté de Zénith Balé, Amin Bessissé de Séné RFM et Yaya Koulibaly de la radio Nasraoulé. Je suis Famoussa Sidi
Sidibé, Nouhoum Diré était à la mise en onde, Peting Diara était à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons bon week-end, à lundi et à très bientôt. Merci, bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.